Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints. Bon appétit pour ceux qui nous rejoignent avec un petit sandwich ou une salade parce que c'est le temps de midi. Euh, Merci de nous avoir rejoints, merci aux participants, aux intervenants de ce webinaire. Ce webinaire sur la manière dont on peut traduire les SDGs en actions concrètes au sein de son organisation ou de son entreprise. Je vais rappeler quelques mesures de housekeeping, comme on appelle ça dans le jargon des webinaires. Utilisez le Q&A module, le module questions-réponses que vous voyez en bas de votre écran pour poser vos questions tout au long, évidemment, de ce webinaire et des interventions des intervenants. Nous prendrons bien note des questions et nous les poserons lors d'une session de questions-réponses à la fin des interventions. N'oubliez pas d'écrire bien votre nom et le nom de votre entreprise ou de votre organisation que vous représentez lorsque vous vous inscrivez, lorsque vous apparaissez, et aussi préciser le nom de la personne à qui vous posez votre question. Cette session est enregistrée, donc sachez-le. Nous partagerons évidemment l'enregistrement dans les prochains jours, ainsi que les slides des présentateurs. Sous forme PDF. Si vous avez des problèmes techniques durant ce webinaire, je vous recommande de contacter Yent, qui est connecté en ce moment aussi et qui est accessible par l'adresse baka@theshift.be. Donc, n'hésitez pas à la contacter si vous avez des problèmes techniques. Et évidemment, n'hésitez pas à partager ce webinaire et les informations que nous vous partagerons dans les prochains jours. Alors pourquoi ce webinaire? Eh bien, ça a commencé par Plan International qui est venu nous contacter il y a quelques mois pour proposer un partenariat dans le cadre du SDG Challenge qu'ils ont organisé entre le 25 septembre et le 11 novembre, et 11 octobre, pardon, et ça, Yorem vous en dira plus. C'est une initiative qu'on a trouvée directement très intéressante parce que c'est toujours évidemment très intéressant de présenter les manières concrètes de mettre en pratique les SDGs. Ça permet de créer de l'inspiration pour les personnes qui ne savent pas encore trop comment s'y prendre et de montrer que c'est faisable. Donc c'est très important. C'est important aussi de montrer qu'il est possible de mettre en pratique, mettre en place des partenariats avec tout type d'acteurs. Donc, il y a plusieurs types de partenariats qui sont possibles. Partenariats entre entreprises qui travaillent sur un même secteur ou qui ont des chaînes d'approvisionnement en commun et du coup qui peuvent mettre en commun leurs défis. On peut créer des partenariats entre évidemment une entreprise et une ONG pour des questions, pour des projets ici en Belgique ou bien des ONG qui sont actives à l'international, et ça de nouveau je pense que Plan nous en dira un petit peu plus. Il y a des partenariats évidemment avec entre entreprises et institutions académiques, et Sabrina Courtois de la Louvain School of Management nous en dira plus également. Et puis des partenariats multi-acteurs comme c'est le cas notamment avec Beyond Chocolate qui a été lancé par The Shift, et Baka aussi qui est un autre exemple. Donc voilà, ce sont plusieurs acteurs qui se mettent ensemble, qui essayent de travailler autour de la table pour voir comment est-ce qu'on peut définir des engagements concrets et puis partager les expériences pour essayer d'atteindre les SDG ensemble. Et c'est évidemment ce qu'on essaie de faire à travers la charte belge des SDG pour le développement international. Donc c'est essayer de créer des partenariats ou renforcer les partenariats existants en vue d'atteindre les SDG non seulement ici en Belgique, mais au niveau international, parce qu'évidemment, tout est lié, notre mode de consommation et notre mode de production est lié aux conditions de production des ressources naturelles à l'étranger, et donc aux conditions de vie, évidemment, à l'étranger, notamment dans les pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique et ailleurs. Alors, on va faire un petit sondage pour savoir à qui on a affaire, qui est présent aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'intérêt en tout cas pour ce webinaire, beaucoup d'inscrits. Je pense qu'on
est déjà plus d'une quarantaine actuellement en ligne. Alors, il y a évidemment plusieurs membres de Shift. Il y a aussi des signataires de la charte, mais il y a aussi des partenaires du réseau de plans avec qui on organise ce webinaire, et évidemment des partenaires des différents intervenants aujourd'hui. Donc, je pense que Morgane va partager dans le chat le Q&A. Si vous pouvez prendre quelques minutes pour y répondre. Voilà. Et alors, il vous faut le lien, évidemment, vers le Q&A. Hop. Voilà, je vous ai mis le lien dans le chat, donc connectez-vous et si vous pouvez répondre rapidement aux petites questions. Donc il y a deux questions en fait, on veut savoir quels sont pour vous les SDG prioritaires, donc sur lesquels vous vous engagez, ou pourriez vous engager, quels seraient les plus pertinents pour votre organisation ou votre entreprise. Et la deuxième question, on voudrait savoir un petit peu avec quel type d'acteurs vous travaillez, et n'hésitez pas à préciser évidemment des noms pour savoir est-ce que ce sont plus des entreprises, des organisations de la société civile. Voilà. Donc pour l'instant, on a les SDGs 8 et 11 surtout. Ok. Donc ça, le SDG 11 remporte pas mal de succès évidemment chez vous, les villes durables et les communautés. Mais on voit qu'en fait c'est assez réparti. Donc en fait, en fonction évidemment du type d'entreprise ou d'organisation que vous avez, vous fixez des objectifs différents. Donc je pense que c'est assez bien illustré ici. C'est assez réparti et voilà, c'est assez équilibré. Alors, on va peut-être passer à la deuxième question. Comme ça, on avance. Bon, en attendant, je vais vous présenter les participants à ce webinaire aujourd'hui. Donc, nous avons Joachim Roels, qui est directeur corporate et donneur principal chez Plan International, qui va nous présenter évidemment le SDG Challenge, la manière dont Plan s'engage sur les SDG et la façon dont il coopère avec plusieurs entreprises. Nous avons aussi Sabrina Courtois, qui est chercheuse et assistante d'enseignement sur la responsabilité sociétale des entreprises dans le département de développement durable à la Louvain School of Management. Nous avons Kathleen Van Hotstenhoven, qui est Human Rights HR Business Partner chez Reinhardt Aluminium, qui est très engagé pour les SDGs, et aussi Els Fontaine, qui est Sustainability Manager chez The Adecco Group, qui ont deux entreprises qui ont participé au SDG Challenge et qui ont été mises en avant pour leur engagement pour les SDGs lors du SDG Challenge. Voilà, maintenant pour les réponses aux questions, les Shift arrivent en premier lieu évidemment parce que vous êtes beaucoup de membres aujourd'hui, mais il y a Planète, les gouvernements, Green Business Club, PECI VOCA aussi, des partenaires d'autres entreprises, Plan International qui revient, ONG, des universités, pas mal. Donc voilà, c'est très diversifié, c'est très intéressant. Et je vois que le temps passe très vite, donc on va sortir du questionnaire. Merci déjà d'avoir répondu aux questions. Et je vais passer la parole à Joachim Roels pour Plan International.
Bonjour Brie, merci bien. Goedemiddag iedereen. Vooral eens bedankt om hier massaal op aanwezig te zijn. We zijn ook heel blij dat we dat samen met de chefs kunnen doen als partner in dit verhaal. En mijn stukje of mijn vraag, de vraag die aan mij gesteld is om eigenlijk het plan op zich een beetje voor te stellen. Dus ik ga eventjes hier de presentatie sharen. Voilà. Misschien beginnen met het beginnen. Voorstelling van wie is Plan, voor degenen die Plan International niet zouden kennen. We zijn een kinderrechtenorganisatie, een organisatie die zich vooral bezighoudt met ontwikkelingssamenwerking en vooral streeft naar gelijke rechten en met een specifieke focus op meisjes. Dus we gaan ervoor om meisjes dezelfde rechten te geven en daar is nog heel wat werk voor. Dus dat doen we in minstens 77 landen. Dus we zijn actief wereldwijd. In de landkaart ziet u verschillende kleurtjes en ik ben heel slecht in kleuren, maar de blauwe landen zijn de landen die eigenlijk momenteel geld inzamelen voor onze projecten te financieren. De paarse landen zijn de landen waar we de projecten effectief uitvoeren. En dan heb je nog het kleurtje Bordeaux, waar een mix is van de twee landen waar we zowel geld inzamelen als effectief projecten uitvoeren. Nu, dat Bordeaux zal steeds dominanter worden, want bijvoorbeeld in België doen wij ook tal van projecten rondom projecten samen met meisjes of jongeren rondom kinderrechten. 21 miljoen, dat is een ongelooflijk getal, maar dat zijn 21 miljoen kinderen die we, of meisjes waar dat we effectief projecten mee samen doen. Nu misschien eventjes duiden dat we niet enkel met meisjes werken, we werken ook uiteraard met jongens, met jongeren te koer. Maar nogmaals, de doelstelling is naar gelijke rechten en daar zijn toch nog wel extra stappen te ondernemen om die meisjes op hetzelfde niveau te krijgen. Wat belangrijk is voor Plan is dat we kunnen terugbouwen op een zeer lange, duurzame ervaring. Dus we werken al meer dan 83 jaar in onze projectlanden en dat doen we steeds meer met partners. Dus partnerships, SDG 17 is op zich een zeer belangrijke voor ons. We zien daar een cijfer staan van 34.000 partnerships. Dat gaat heel ver. Dat zijn niet alleen contracten die getekend worden, maar effectief samenwerking met lokale spelers. Wat betekent als wij in bepaalde landen werken? Bijvoorbeeld Senegal, Benin, Vietnam, noem maar op, dat wij daar steeds kleinere kantoren zien. Als ik even terugkijk, 10 jaar geleden hadden we daar kantoren van 200, 300 medewerkers. We zien dat toch dat enorm aan het dalen is naar een 70, 80, 90 gemiddeld. Wat betekent dat we minder zelf doen, maar veel meer met partnerships. De cijfers die ik zeg zijn halveringen van staf, maar qua omzet, qua inkomsten, qua projecten is dat minimale verdubbeling. Dus we doen het veel meer met veel minder mensen, omdat we ook geloven in dat duurzame verhaal, de lange termijn verhaal. We hebben op zich niet de ambitie om 20 jaar op hetzelfde gebied actief te zijn. Dus eens dat we bepaalde zaken hebben aangepakt, gaan we over naar een volgend probleem. En kunnen we met die partnerships er ook zeker van zijn dat de opgestarte projecten dat die ook goed worden opgevolgd. Eventjes kijken wat we doen, want de tijd is inderdaad beperkt. Je moet het ook zien als een activiteit. Dus binnen onze afdeling zelf, Corporate Partnerships en Major Donors, houden we ons vooral bezig met samenwerkingen uit te bouwen met bedrijven of met personen die bijvoorbeeld van plan zijn om een stukje van hun nalatenschap te doneren aan Plan. En wat we doen is eigenlijk met onze programmaafdeling kijken van oké, die fondsen die we kunnen werven binnen bedrijven, hoe kunnen we die op een zo efficiënt mogelijke manier inzetten in onze projectwerking. Anderzijds ook, en dat is de switch die we nu gemaakt hebben, hoe kunnen we die projecten dat zijn projecten die meestal geschreven worden voor institutionele partners, overheden. Dat is vaak gekenmerkt door een vakjargon, 80 pagina's vakliteratuur, die super boeiend is voor degene die daar heel veel interesse in heeft. Maar voor, laten we zeggen, mensen die niet echt in de NGO-sector zitten, is dat vaak een heel juridisch jargon. Dus wat we proberen is eigenlijk die teksten samen te vatten naar SDG's of te vertalen naar SDG's. Ik heb hier het voorbeeld gegeven van Mali, waar we dus een project hebben die specifiek inzet op educatie en een humanitaire crisis. Het is gelinkt aan een militaire coup die daar gebeurd is, waar de impact voor jongeren ongelooflijk was. En waar dus meer dan 300.000 jongeren directe impact hebben gehad, dus door geen onderwijs te hebben. Wat wij dan doen is eigenlijk een soort algemeen masterplan maken. En dat gaan we dan opdelen in verschillende partikels. Ik heb er daar een paar opgesomd. Catch-up classes, dat zijn effectieve opleidingssessies die we geven naar jongeren
die een tweetal jaar geen onderwijs hebben gevolgd, waar dat we dus kijken, dat project zelf, daar zitten elementen bij die gaan over SDG 4, 5 en 10. En in onze rapportering die we maken, zorgen we dat dat ook duidelijk is, zodat we dan ook op die manier bijvoorbeeld met bedrijven kunnen samenwerken die dan een heel specifieke interesse hebben om te werken rondom één bepaalde SDG. Dus die andere voorbeelden zijn gelijkaardig. De derde is misschien iets specifiek om nog te vermelden. Als we ook kijken naar COVID, zien we naar educatie toe dat er tal van uitdagingen zijn, maar dat we als organisatie ook wel heel sterk inzetten op alles dat te maken heeft met radio, USB-opleidingen, zodat we ook die jongeren kunnen een kans geven om niet definitief uit het onderwijs te vallen. Dus die projecten zie je. Dus kennis die we uit het verleden hebben opgedaan door die militaire toestanden, waar we dan op zoek gaan naar oplossingen, dat we die nu in COVID-tijden ook wel kunnen recupereren en diezelfde methodologieën implementeren in andere landen. Maar ook daar omdraaien van de manier van werken, dus niet meer kijken naar bedrijven die afkomen, we hebben een filiaal in China, we zouden daar graag iets doen. Nee, gaan we omgekeerd werken, gaan we kijken van in bepaalde landen, wat doen we daar, hoe kunnen we die in projecten gieten, hoe kunnen we dat vertalen naar een communicatieplan, en daar zijn de SDG's echt wel een belangrijke parameter in. Nu, er zijn verschillende actoren, hè. SDG 17 al vermeld partnerships. Het gaat over verschillende actoren in dat verhaal. Je hebt NGO's, de academische wereld, bedrijven, overheden, individuals. De sprekers achter mij gaan over de andere aspecten praten. Ik zal het misschien even hebben over de NGO's op zich. Waar wij, en niet alleen plannen, ook de andere partners, maar vooral onze expertise kunnen hebben, dat is in dat netwerk naar overheden toe. Als je dan specifiek kijkt naar plan toe, dan in onze landen waar we werken, omdat we daar al 80 jaar werken, kennen we ook de volledige culturele situatie van het land. We kennen ook de academische wereld, maar we kennen vooral ook die lokale overheden. Dus wij kunnen eigenlijk op een heel snelle manier met de juiste personen samenzitten om problemen effectief aan te pakken. Als we een project implementeren, bijvoorbeeld rondom onderwijs, dan doen we dat altijd samen met lokale overheden, omdat dat de enige manier is om effectief projecten uit te rollen op een lange termijn. Local netwerk, dat is eigenlijk ook een beetje wat ik daarnet probeerde uit te leggen, dat wij heel sterk inzetten op het ontwikkelen van de lokale bevolking. Hè. Dus effectief die mensen de tools geven om zelf de zaken te kunnen structureel aanpakken en op te nemen. Eerder dan het oude paternalistisch verhaal van dat wij daartoe komen met een lading expats daar de zaken bekijken, oplossen en dan teruggaan, die dan nadien niet altijd een gevolg geeft. Dus we zetten echt wel in om die partnerships, om de lokale diensten, mensen, structuren, culturen, organisaties daar mee te trekken in die oefening. We zijn ook op experten als het te maken heeft met humanitaire zaken, uiteraard. De global approach is een beetje hetzelfde, het globale en lokale. Het globale is eigenlijk het idee dat wij heel wat expertise kunnen delen. Hè. Als wij met bepaalde zaken geconfronteerd worden in een land X, zal er ongetwijfeld al ervaringen geweest zijn in een ander land hoe dat ze bepaalde zaken hebben aangepakt. Door dat internationaal karakter kan je dus ook effectief wel kennis delen met elkaar, maar local terug daar inzetten op de lokale expertise. En SDG's worden toch inderdaad meer en meer onze DNA. Het staat ook centraal, omdat het op zich een makkelijke manier is om over bepaalde projecten te rapporteren. Ook wel belangrijk op zich. En dat we dezelfde taal spreken als onze collega's. Binnen plan zetten wij in op bijna alle SDG's, zo niet alle. Specifiek gender is uiteraard onze core. Gender equality, klimaat. Dat komt met rassenscheden naar boven, omdat we ook wel als kinderrechtenorganisatie heel vaak samenwerken met jongeren, die jongeren ook wel steeds een belangrijke stem geven in onze manier van werken. En als we met jongeren praten, dan zien we die gender, maar ook dat klimaat, dat toch wel sterk naar boven komt. Dus we proberen ook te kijken naar de projecten die we gaan realiseren in onze projectlanden, om daar het klimaataspect zeker niet te verwaarlozen. Education, good health, well-being en decent work. Het laatste vertalen wij binnen een plan als Youth Economical Empowerment. Dat zijn eigenlijk projecten die we inzetten, vaak samen met corporates, om jongeren een tweede kans te geven of een kans te geven om effectief een opleiding te krijgen die ze dan helpt in de zoektocht naar werk, of een decent werk. Samenwerking met plan of met andere NGO's kan eigenlijk op verschillende manieren. De meest gekende is uiteraard het financiële. Dus bedrijven of partners die geld storten voor een project blijft zeer belangrijk, maar daar stopt het niet meer bij. Hè. Dus 10 jaar geleden was dat vooral het verhaal. Je ziet dat daar tal van aspecten zijn bijgekomen. CRM, Cause-Related Marketing. Dus je ziet dat bedrijven steeds meer kijken naar
op een manier om een verhaal, een product, een dienst te koppelen aan bijvoorbeeld een goed doel zoals Plan. We hebben daar het voorbeeld van Crème de la Crème, die ijs verkocht, waar we dus ook ruimte kregen om ons verhaal te brengen, dat je bij de aankoop van een ijsproduct dat ook kan linken aan een voedselproject in bepaalde gebieden in Afrika, om dan effectief in te zetten op een gezondheidsproblematiek die daar speelt. Op die manier maak je ook wel een geloofwaardig verhaal. Het linkt ook naar campaigner. We hebben nu recent een campagne gehad met Clear Channel, waar we dus ja, het is nu al een lockdown, dus mensen komen minder op straat, maar in elk geval waren we heel visibel. Voor degenen die toch buiten durven te gaan in het landschap met onze posters rondom de 1000 Girls campagne die net gestart is. Zoals ik zei, financial is de startpunt, maar is veel breder. Employees zijn superbelangrijk. Heel wat van de aspecten rondom well-being zijn gelinkt aan hoe gaan we onze medewerkers bij dat verhaal betrekken. En dan zien we dat sport een superbelangrijke parameter is of element is die meespeelt. Het is ook zeer laagdrempelig om je medewerkers mee te trekken. Expertise is gelinkt aan pro bono services. We hebben daar het voorbeeld van Little Sun, maar er zijn er 101 waar we dus zien dat bedrijven expertise te dienst te stellen van het goede doel, om op die manier als goed doel uw kost ernstig te doen of stevig te doen zakken, maar ook effectief op een veel hoger niveau uw activiteiten te kunnen uitvoeren. Wij zijn een NGO, dus wij zitten met beperkte middelen. Wij moeten zien dat we prijs-kwaliteit goed doen. Via die partnerships, via die pro bono, kunnen we ook echt wel gaan naar de beste producten in klas en is die kost dan iets minder belangrijk, omdat die dan gesponsord wordt aan ons. Is typisch voor Plan is child sponsorship, dus wij werken eigenlijk met planouderschap. Wat betekent dat een bedrijf of medewerkers van een bedrijf bijvoorbeeld planouder worden. In totaal zijn er meer dan 1000 bedrijven die maandelijks een bijdrage storten. Dus het voorbeeld van Connections, die ervoor gekozen heeft om de medewerkers die zeer verspreid zitten in alle steden van België, om die op een of andere manier te linken. En dat is dan een planouderschap geworden, waar je dus per kantoor iemand hebt die de vertegenwoordiger is van Plan en die dan ook gelinkt is aan één kindje uit een bepaald land waar ze ook regelmatig reizen naar verkopen. En op die manier maak je er iets cultureel van, ook een soort teambuilding verhaal. Dus je ziet al die aspecten samen zorgen ervoor dat het oude idee van geld geven en that's it vervangen worden door partnerships, lange termijn. Maar we ook wel zien dat die eenmalige giften, dat op zich ook geen manier van werken is om duurzame verandering te brengen. En ook bedrijven zitten toch constant in een zoektocht om ook hun medewerkers van morgen, de jeugd, ook aan te werven. En dan zien we dat dat heel belangrijk is, dat je niet enkel window dressing gewijs geld doneert, maar ook effectief binnen je manier van werken dat ook integreert. We hebben hier een paar van onze partners opgelijst. We hadden veel te weinig plaats om ze allemaal op te lijsten. Dus als gezegd, er zijn er meer dan 1000, maar dit zijn er enkele heel belangrijke voor ons, die elk op hun manier een belangrijke steen bijdragen aan ons verhaal. Dat gaat, zoals ik gezegd heb, naast het financiële vooral ook dat reputationele en samen campagnes doen. Dat is iets waar we steeds meer rondom werken en aanwerken. En we ook zien dat er een heel positieve return komt van bedrijven die het greenwashing-verhaal indachtig toch ook wel, als ze iets doen, dat ook goed willen doen. En dat we dat ook inkapselen in de hele communicatiestrategie, dat we ook die medewerkers meepakken in dat verhaal, dat we de klanten meepakken. Een paar verhalen rondom Memorial van Damme, waar we activiteiten doen, waar we iemand kunnen laten lopen voor het goede doel. Maar dat was een hele campagne rondom de medewerkers, daarover sensibiliseren. De klanten konden kiezen welke medewerker dan de beste score haalde en die persoon kon dan meelopen tijdens de wedstrijd van de Memorial van Damme. Dan zie je dat heel veel elementen met elkaar gelinkt worden om dan activiteiten op te starten. Voilà, dit was mijn 10 minuten presentatie. Ik zal ook mijn e-mailadres nalaten in de chat, dus als jullie nog vragen hebben, steeds bereid voor verdere informatie. Super, merci beaucoup Jochem. Je vais passer directement la parole à Sabrina Courtois, qui va nous parler un petit peu de la manière dont les entreprises peuvent collaborer justement avec les institutions académiques, la façon aussi dont les étudiants peuvent s'engager auprès des entreprises pour les aider à atteindre les SDG. Voilà, je partage la présentation et tu peux commencer, Sabrina. Merci. Pas encore la présentation. Oui, super. Donc bonjour à tous. Donc, je m'appelle Sabrina Courtois et je suis assistante en enseignement et doctorante à la Louvain School of Management.
Je travaille intégralement sur les sujets liés à la RSE et au développement durable, donc c'est d'aider. Mais les propositions d'emploi sur le marché du travail et les entreprises avaient encore beaucoup à apprendre. Et c'est donc tout naturellement que je me suis redirigée vers l'université, car encore une fois, tel un signe du destin, la première place entièrement consacrée au développement durable s'y libérait dans ma faculté. Et donc, je m'y suis engagée, tout en continuant du volontariat. Et c'est réellement en rejoignant mon académique à nouveau que j'ai encore plus pu me rendre compte du rôle que nous pouvions nous aussi jouer en tant qu'université. Prochaine slide. Donc, bien sûr, ce qu'on connaît surtout des contributions des académiques, ce sont leurs publications ou rapports. Donc, c'est par là que je vais commencer. Récemment, une étude belge, le SDG Barometer, a été publiée par 3 universités, dont l'UC Louvain. Et de cette étude, plusieurs constats ont été tirés. Donc, depuis 2018, des progrès ont été faits. On voit que 98% des organisations accordent de l'importance d'une manière ou d'une autre aux enjeux de développement durable. Cependant, des progrès ont encore besoin d'être faits. Par exemple, le monitoring est encore assez limité en ce qui concerne le développement durable et aussi l'intérêt des jeunes est grandissant. C'est l'intérêt auquel les entreprises doivent répondre, mais également les universités. C'est ainsi que j'arrive à ma première grande question du jour, sur la prochaine slide. Comment les universités peuvent-elles traduire elles-mêmes les SDG en actions concrètes? Donc, bien sûr, comme une entreprise, nos points d'attention principaux sont notre core business, l'enseignement et la recherche. Comment? En promouvant la transdisciplinarité, en organisant des programmes interfacultaires, en valorisant les recherches qui ont une contribution sociétale, en identifiant aussi les impacts sociétaux et environnementaux que chaque recherche a, mais aussi et surtout en impliquant toute la partie prenante dans ce processus, donc en collaborant avec les entreprises, à la fois dans le cadre de nos cours, mais aussi dans nos recherches. Cependant, et on n'en parle peut-être pas aussi souvent, mais il y a de nombreux autres aspects où nous devons reconnaître notre impact en tant qu'université. Nous avons un large impact sur la mobilité, mais également nos choix de fournisseurs, nos investissements, les composantes que nous utilisons pour nos bâtiments, notre relation avec le territoire dans lequel nous évoluons, ou encore la culture que nous voulons promouvoir. Et donc, c'est seulement, selon moi, en prenant en compte tous ces aspects, que nous pouvons dire que les universités prennent des actions concrètes pour le développement durable. Et c'est en tout cas ce que nous essayons de faire à l'UC Louvain, en particulier depuis fin 2019, où nous avons réellement scellé cet engagement dans un premier rapport lié à la transition. Et donc, sur la prochaine slide, vous verrez que tout cela, les jeunes semblent l'avoir bien compris. Ce qu'on voit, c'est que les jeunes appellent au changement, mais ils veulent surtout y prendre part. Nous le voyons chaque jour, que ce soit dans leurs opinions, leurs perspectives parfois très critiques, leurs décisions, leur façon de travailler ensemble. Et depuis, par exemple, qu'elle a été lancée, la majeure en développement durable est l'une des plus prisées. Mais peu importe les majeurs choisis, les sont réellement en demande de contributions sociétales avec les entreprises. Et donc, tout cela me mène à ma deuxième grande question du jour. Comment les jeunes, les étudiants peuvent-ils contribuer aux objectifs de développement durable? Sur la prochaine slide. Et c'est là que je peux réellement connecter davantage mon expérience que j'ai partagée plus tôt. Donc, bien évidemment, pour la plupart des universités, normalement, nous avons des opportunités d'apprentissage sur les thématiques liées au développement durable. Ici pas, il existe de nombreux cours en ligne également. Donc, c'est on va dire, une opportunité d'apprentissage plutôt formelle, mais il y a également d'autres choses auxquelles les jeunes peuvent participer, comme des événements et conférences liés à ces sujets, ou encore, ils peuvent s'impliquer dans des initiatives telles que le SDG Challenge. Évidemment, des opportunités de volontariat locaux et globaux sont disponibles. Lorsque l'université le permet, bien sûr, ils peuvent réaliser un mémoire sur ces thématiques, ou encore un stage qui est directement lié au développement durable. Et voilà, merci. C'est à travers chacun de ces aspects qu'on peut voir la connexion avec le monde de l'entreprise et les parties prenantes, qui est systématique et assez évidente au final. Donc, à travers, par exemple, des cours, vous pouvez vous-même partager vos projets actuels avec les étudiants ou votre expérience du terrain. Vous pouvez également collaborer avec eux sur des projets qui vous tiennent à cœur en les rencontrant lors d'événements ou conférences. Vous pouvez aussi lancer des défis, des challenges aux étudiants en recherchant leur opinion. Vous pouvez proposer des sujets de mémoire également, des mémoires projets par exemple, sur des thématiques qui vous tiennent à cœur, des projets que vous souhaitez lancer dans l'entreprise et avoir la perspective d'un étudiant.
ou encore, évidemment, vous pouvez leur offrir des opportunités de stage qui sont liées directement au développement durable. Et c'est ainsi que je souhaite clôturer mon partage aujourd'hui. Donc, en revenant en principe même que de nombreux inconnus se présentent encore à nous, malgré les progrès que nous faisons et continuons à faire. Nous devons reconnaître que nous avons encore beaucoup à apprendre si nous voulons atteindre les objectifs du développement durable. Et donc, nous devons former au développement durable dans les universités, bien évidemment, mais nous devons aussi et surtout créer des opportunités, non seulement pour les jeunes, mais aussi pour les apprenants de tout âge, de continuer à développer leurs connaissances et compétences. Et ça implique des opportunités d'apprendre aussi sur le lieu de travail, par exemple, mais aussi dans des contextes plus informels, comme ces webinars, ces rencontres, ou encore le SDG Challenge. Et c'est aussi ce que nous tentons de faire chaque jour à l'UC Louvain. Co-créer de telles opportunités pour permettre aux jeunes, mais aussi aux entreprises et d'autres acteurs clés liés à la transition, de développer des idées ensemble, de mettre en place des actions et initiatives pour un monde plus durable. Donc, je vous remercie pour votre temps et vous indique juste dans cette slide quelques liens intéressants pour entrer en contact avec la LSM si vous souhaitez traduire les SDG en actions concrètes avec nous et les étudiants. Nous avons un réseau, le Louvain CSR Network, où vous pourrez retrouver toutes nos initiatives concernant l'enseignement, la recherche ou encore nos partenariats actuels. Si vous êtes intéressé par un mémoire projet, par exemple, avec les étudiants, vous pouvez vous renseigner sur les membres académiques de ce réseau et voir s'il y a des similarités avec vos intérêts. Vous pouvez bien évidemment proposer un stage lié au développement durable. Tous les liens seront partagés par la suite. Et contacter sinon l'équipe corporate à la LSM qui pourra vous orienter pour, par exemple, des partenariats. Et bien évidemment, je reste à votre disposition si vous avez des questions, des idées, ou si vous souhaitez tout simplement partager votre expérience. Mon adresse mail et mon compte LinkedIn seront partagés dans le chat. Merci beaucoup à tous et je tiens encore une fois à remercier The Shift pour créer de telles opportunités et de nous rencontrer et de partager une expérience. Merci. Merci beaucoup Sabrina. Alors, merci aussi à Morgane d'avoir pris le relais parce que j'ai eu un gros problème technique. Je vais laisser la parole directement à Kathleen, Els, pardon, de Reinhardt Aluminium, qui va nous donner le point de vue de l'entreprise. Ja, goedemiddag allemaal. Ik hoop dat jullie mij horen en zien. Ik zie mezelf nog niet, maar dat maakt niet uit. Ja. Eerst en vooral hartelijk bedankt aan Plan International en The Shift voor het organiseren van deze inspiratiesessie. Want het is heel belangrijk om voorbeelden van elkaar te zien en ook elkaar te helpen met die zaken. Maar voordat ik eraan begin, zal ik eerst Reinhardt Aluminium kort even voorstellen. Ik moet hier eventjes zien dat ik hier op mijn slide zit natuurlijk. De meesten onder jullie, vermoed ik, kennen Reinhardt Aluminium wel van aluminiumramen, deuren en aanverwanten. Die gebruikt worden in heel veel verschillende applicaties, waaronder ook residentiële woningen. Reinhardt Aluminium ontwikkelt die systemen en wij zorgen ervoor dat die voldoen aan alle technische vereisten door die uitgebreid te testen en te laten certificeren. En dan leveren wij de onderdelen van die systemen aan onze klanten wereldwijd, die dan omtoveren tot deze mooie referenties en die dus overal ter wereld gebruikt worden. We doen dit al sinds 1965 en zijn ondertussen uitgegroeid tot een internationale speler met 2300 medewerkers en 5000 partners, dus klanten, internationaal die de systemen verwerken. En daarom is Together for Better niet voor niets onze slogan. Dus wij werken samen met die partners om die zaken te realiseren. En Together for Better, dat wordt ook volledig doorgetrokken in onze aanpak naar duurzaamheid. Duurzaamheid is echt iets dat in ons DNA zit. Wij zijn nog steeds een familiebedrijf en wij zorgen eigenlijk voor een lange termijnvisie waarbij dat duurzaamheid zeer, zeer belangrijk is. En daarom zijn wij... We waren al lang met duurzaamheid bezig, maar sinds dat de SDG's werden
bekendgemaakt, zijn we dus al in 2016 begonnen met die te analyseren en voornamelijk onze prioriteiten vast te leggen. Die prioriteiten die, hebben wij eigenlijk gedefinieerd op basis van de impact die wij als bedrijf kunnen hebben op die verschillende thema's. En die hebben we dan eigenlijk opgelijst, maar ons oordeel was van de SDG's, en dat is een beetje in tegenstelling tot wat Jochem daarnet vertelde, voor ons was dit te abstract eigenlijk, om dit echt te gaan gebruiken in onze communicatie, zowel intern als extern. En daarom hebben wij die thema's eigenlijk, die SDG's vertaald in thema's. Waarom? Om die dus veel concreter te maken, om echte acties te kunnen definiëren daarop en daar ook over te kunnen communiceren. Dus wij hebben eigenlijk per thema, gelinkt aan de SDG's, echt onze eigen doelstellingen geformuleerd en expliciet gemaakt wat we eraan willen doen. Dus dit was de eerste stap, de definiëren. En die hebben we dan natuurlijk in projecten omgezet. Rond elk thema, safety and health, energy, mobility, transport, material use en people commitment, hebben we heel uiteenlopende projecten, waarbij dat we zeker met alle afdelingen van het bedrijf kunnen samenwerken om die zaken te realiseren. En dit is iets wat veel bedrijven doen, of waar dat ik toch zie dat veel bedrijven mee bezig zijn. Waar ik zie dat wij toch een specifieke aanpak hebben, is eigenlijk in onze focus naar het creëren van engagement. En dit is eigenlijk wat ik jullie graag wil delen als inspiratie. Dus voor ons interne medewerkers en eigenlijk voor het intern engagement te verhogen, hebben wij die 5 thema's vertaald in 5 actiehelden, die ook elk een naam hebben gekregen. En nog belangrijker is, zij hebben ieder van hen een dag of een week in het jaar, waar dat zij in de picture staan en waar dat zij eigenlijk een project uitleggen. En dit is zeer goed om eigenlijk een continue stroom te hebben van die acties zonder te vaak in herhaling te vallen. En de thema's zijn zeer concreet en zeer breed, waardoor jij toch elk jaar iets nieuws onder de aandacht kan brengen. Dus ik start met onze Mr. Green, want in de lente vertrekken we dus eigenlijk, dus dan is het eigenlijk de lente schoonmaak en dan brengen we Mr. Green in de picture. Mr. Green is dus onze persoon die focust op het duurzaam gebruik van materialen, over het recycleren van materialen, het vermijden van bepaalde types van materialen. En daar hebben we dus per jaar een specifieke actie. Dat gaat vaak naar communicatie, waarbij dat we dan informeren hoe er moet gesorteerd worden. Dus op alle vuilbakken hangt dan natuurlijk ook onze Mr. Green, die dan uitlegt wat er al dan niet moet gesorteerd worden. En een voorbeeld van een actie geef ik dan hier. Vorig jaar hebben we een hele sessie gedaan over de plastic waste en eigenlijk de vervuiling. En was er een interactieve quiz. En tijdens diezelfde week hebben we ook elektronische apparatuur ingezameld om het eigenlijk heel duidelijk te maken voor al onze medewerkers hoe dat iedereen zijn steentje kan bijdragen om eigenlijk te zorgen dat materialen terug in de kringloop komen. En dat is een actie die dus getrokken werd door onze Mr. Green. In april hebben we dan eigenlijk de internationale dag van de veiligheid. En daar komt onze Safety Lady dan naar voren. En Safety Lady die zorgt sowieso altijd al voor een awareness in de magazijnen en ook in de kantoren. Zij geeft richtlijnen rond de veiligheid voor nieuwe medewerkers, maar zeker ook voor medewerkers die hier al langer werken. En tijdens haar specifieke dag of week in het jaar zal zij zeker tonen welke veiligheidsmaterialen dat er moeten gebruikt worden, maar geeft ook voor de mensen in de kantoren oefeningen om
ergonomisch goed te werken. Uiteraard zorgen wij ook voor investeringen naar veiligheid, zodat we eigenlijk kunnen elk accident dat er toch nog gebeurt proberen te vermijden in de toekomst. Maar omdat we het echt een verantwoordelijkheid willen maken van iedereen, proberen we dat ook op een positieve manier te brengen naar de mensen in de magazijnen. En zij krijgen dus elke 1000 dagen dat er geen ongevallen zijn, krijgen zij een extra een beloning. En dat stimuleert heel sterk. En we zitten dus al over de 4000 dagen dat er geen ongevallen zijn in specifieke teams. Dus dat wordt per team georganiseerd. Onze Togetherman die heeft eigenlijk twee bedoelingen, zowel naar onze medewerkers engagement en well-being verbreden, maar ook naar de gemeenschap in het algemeen. Dus voor de medewerkers zijn er heel veel programma's, maar wij ondersteunen ook heel actief de sportactiviteiten, waaronder dat we ook Plan International mee ondersteunen. En dan wordt er dus geld ingezameld om teams van onze medewerkers te laten meelopen of wandelen. Maar daarnaast een jaarlijks wederkerend initiatief dat we al meer dan 13 jaar doen, is onze Community Day. Dat is 1 dag in het jaar. Die fluctueert een beetje tussen het voorjaar en het najaar. Waar dat we een 8-tal projecten in de buurt gaan ondersteunen door effectieve handjes en voetjes. Dus we hebben een 100-tal medewerkers die dag vrijwillig hun bureau of hun werkplek verlaten om de handen uit de mouwen te steken bij verschillende organisaties, gaande van scholen, maar ook naar opvangcentra voor vrouwen in nood of OCMW's, bejaardenhuizen. En zij gaan daar dan logistiek en materiaal ondersteunen. Zo organiseren we voor de kinderen een hele sportdag, maar er wordt ook ramen en werken verricht voor andere organisaties. Of we gaan met minder valide of bejaarden naar de dierentuin of een pretpark. Dus dat is iets dat we jaarlijks doen en dat geeft een hele positieve dynamiek in het bedrijf naar die mensen toe. En de feedback van onze medewerkers is echt dat dit enorm veel bijdraagt aan hun gevoel van... Zij begrijpen dan plots wat er nog allemaal speelt in de wereld en dat opent wel veel ogen. En dan hebben we onze GoGirl. Zij stimuleert het duurzaam mobiliteit. Dat is wel heel specifiek bij Reinaars. Wij bieden dus fietsen aan voor de medewerkers die meer dan halftijds naar het werk willen komen fietsen. En ook carpoolen wordt sterk gestimuleerd. Zo zijn er parkeerplaatsen dicht bij de ingang en krijg je na 20 carpoolbeurten een carwash voucher. Nu, tijdens corona is dat iets minder natuurlijk. Mensen moeten niet meer zo reizen, maar we geloven daar zeer sterk in dat het een belangrijke bijdrage is. En dan, om dat ook te stimuleren, doen we altijd een actie, ook tijdens de Carfree Day die Vlaanderen organiseert. Dat is altijd in september. En dan stimuleren we zoveel mogelijk mensen om met de fiets of op een alternatieve manier naar het werk te komen. En dan tijdens de donkere dagen in december komt onze Energuy naar voren. Hij is de persoon die stimuleert om lichten uit te doen of om de trap te gebruiken in plaats van de lift. Maar ook andere tips zoals het sluiten van poorten en deuren. Dat brengt allemaal heel veel toegevoegde waarde aan het energiegebruik. Maar ook bijvoorbeeld persluchtlekken. Daar hebben we ook een specifieke actie rond gedaan om die te signaleren, zodat die kunnen opgelost worden.
Dit zijn enkele voorbeeldjes hoe dat we die 5 thema's die voor ons heel belangrijk zijn in de picture brengen en hoe dat we daar een continue flow in brengen. Waardoor dat je eigenlijk herkenbaarheid krijgt, maar ook een continue aandacht en actie voor die 5 thema's, waarbij dat we zo bijdragen aan een betere wereld en ook de SDG's in die zin implementeren. Ik ben steeds bereid om meer informatie te delen daarover. Ik zal ook mijn contactgegevens in de chat zetten en dan kunnen jullie mij altijd daarover contacteren. Hartelijk bedankt voor jullie interesse. Merci beaucoup, Els, pour cette présentation très pratique et concrète. Et je trouvais ça très intéressant d'avoir une manière très pédagogique, finalement, d'impliquer, d'informer les employés dans les objectifs de développement durable de l'entreprise. Donc, merci pour ça. Maintenant, je vais laisser la parole à Kathleen de Adecco Group, qui va nous parler évidemment des SDG qui sont importants pour eux. Et on se doute que c'est surtout au niveau des conditions de travail. Et elle nous en dira plus tout de suite. Ok, merci. Je vais partager mon écran. Ouais. Voilà, si tout se passe bien, vous le voyez maintenant. Ok. Donc, bonjour à tous et toutes. Je suis Kathleen van Gotsenhoven. Je suis business partner RH pour le groupe Adecco en Belgique. Ça fait maintenant plus que 15 ans que je travaille pour le groupe et c'est avec plaisir qu'aujourd'hui, je partage avec vous comment Adecco a intégré justement les SDG. Et si je parle du groupe Adecco, en fait, c'est un groupe international. Nous avons plus ou moins 34 000 collaborateurs en 60 pays et notre vision, c'est « Make the future work for everyone ». Avec ce groupe Adecco, depuis plusieurs années, on a lancé l'initiative Win for Youth et c'est justement cette initiative que j'aimerais bien expliquer un peu plus en détail pour vous. Donc, le but en fait de Win for Youth, c'est vraiment de renforcer la vitalité de nos collaborateurs. Et avec Win for Youth, on inspire, on motive des employés, mais aussi des intérimaires et aussi des clients à vivre une vie saine et active en s'engageant dans le sport. Et pour donner l'exemple, en 2019, on avait engagé plus ou moins 50 000 participants à enregistrer plus que 10 millions de kilomètres sur une plateforme. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on fait tout cela? Il y a un grand lien clairement vers nos valeurs du groupe Adecco. Il y a par exemple l'esprit d'équipe, le sport unit des gens, donc je pense que c'est logique qu'au niveau de l'esprit d'équipe, ça a un énorme impact, mais aussi et surtout, je dirais même, notre valeur responsabilité est très importante. Et comme partenaire RH pour beaucoup de sociétés, de beaucoup d'entreprises, nous voulons vraiment aider à transformer la vie des jeunes et de créer une future pour eux et on fait ça via Win for Youth. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne exactement. Dans l'initiative Win for Youth, on a un programme qui est le programme des ambassadeurs qui est très important. Donc, en fait, chaque année, un groupe d'employés et d'associés du groupe Adecco est sélectionné pour devenir ambassadeur pour Win for Youth et pour vivre une expérience qui change vraiment leur vie. L'événement principal est le point culminant du programme et souvent c'est vraiment la grande challenge sportive pour les ambassadeurs. Depuis plusieurs années, cet événement est un triathlon olympique, donc qui consiste de 1,5 km de natation, de 40 km de vélo et de 10 km de course à pied. Ces ambassadeurs sont choisis clairement basés sur plusieurs critères qui sont tous liés aussi aux valeurs du groupe Adecco que je vais vous montrer sur le slide précédente. Et en fait, chaque ambassadeur est aussi accompagné par un coach pour être vraiment prêt à prendre ce beau défi qui est vraiment l'événement à la fin du programme.
Maintenant, je dis plusieurs années parce qu'en fait, on a fêté le 10e anniversaire du programme Win for Youth l'année passée. Donc, ça fait depuis 2010 qu'on fait cette initiative. Et ça veut dire que pendant tout ce temps, on a rassemblé des clients, des intérimaires et des collègues pour partager leur passion de sport, mais aussi pour faire une différence dans le monde. Et pour vous donner une idée, les dernières années, nous avons collectionné déjà plus que 3 millions d'euros pour des différentes bonnes causes et on a fait ça avec 741 ambassadeurs. Donc, c'est vraiment une initiative qui vit énormément dans la société, qui a aussi évolué. Comme vous voyez ici sur les photos, on a fait des marathons, on a fait aussi des challenges de cyclisme et donc maintenant, depuis plusieurs années, les triathlons olympiques. Selon moi, ce qui fait aussi un grand succès de ce programme, c'est justement le fait que c'est porté par notre direction globale et locale, aussi bien que par les collaborateurs même. Et c'est vraiment quelque chose, tout le monde en parle, et c'est vraiment quelque chose qui fait partie même du ADN de la société. Les dernières années, c'est-à-dire depuis 2018, nous avons un partenariat avec Plan International et plus spécifique, nous soutenons le programme Fit for Future en Vietnam. Donc, c'est-à-dire, c'est un programme qui aide à préparer des jeunes désavantageux sur le marché du travail. On le fait en leur offrant des formations au niveau des compétences techniques et de les vraiment aider à se lancer sur le marché de travail. Donc, ça, c'est l'initiative qu'on soutient depuis plusieurs années. On a aussi un objectif, donc on veut collectionner 1,5 million d'heures en 2020. Donc, c'est-à-dire que chaque heure qu'on fait des sports compte et on peut l'encoder sur la plateforme. C'est aussi quelque chose qui a changé. Avant, on travaillait plutôt avec des kilomètres, mais là, c'est limité dans les sports que les gens peuvent faire. Donc, on avait décidé, on va vraiment regarder maintenant les heures et ça veut dire aussi que tous les sports comptent et on voit qu'on arrive à joindre beaucoup plus de gens, que beaucoup plus de gens se sont vraiment impliqués dans le programme. Donc, ça a eu vraiment un impact assez positif, je dirais. Comment est-ce que ça fonctionne? Donc, on a créé une plateforme, comme j'ai dit, et chaque heure que tu fais compte. Et à la fin, on va offrir un montant donc, à Plan International. Et les ambassadeurs du programme vont vraiment motiver des collègues d'être actifs, d'encoder aussi des heures, et pas uniquement les collègues, mais vraiment on essaye de motiver aussi les collègues, de motiver aussi nos intérimaires, nos associés de participer dans ce programme. Et comme ambassadeur, tu essaies vraiment de faire passer ton message via des canaux divers comme les médias sociaux. Tu essaies vraiment d'inspirer les gens avec ton histoire. Et en fait, c'est exactement ce que j'aimerais bien faire avec vous aussi, c'est de partager mon propre expérience avec vous. Et donc, mon expérience, en 2018, j'étais une des heureuses qui pouvait devenir ambassadrice Win for Youth pour la deuxième fois parce que j'avais eu l'occasion aussi d'y participer déjà en 2017 et je pouvais donc être partie de cette beau famille de Win for Youth. Selon moi, ce qui rend ce programme super unique, c'est en fait l'esprit d'équipe du ressenti. Il y a une atmosphère presque magique et tu te sens tout de suite uni avec 74 autres collègues qui viennent de tous les pays du monde. Et ce qui est chouette aussi, c'est que pas tout le monde est autant sportif et chacun a ses propres défis, ses propres challenges, même ses propres peurs. Mais ce programme te stimule vraiment à repousser tes limites. Pour moi, personnellement, par exemple, la natation était vraiment un énorme obstacle. Je n'étais pas une bonne nageuse. Je n'étais pas capable à nager du crawl. J'étais épuisée après une longueur et j'étais vraiment effrayée de devoir nager dans l'océan. Et je pense que c'est exactement ce que vous voyez sur la deuxième photo. Je pense que Mathieu dit tout. Donc, j'avais vraiment peur de prendre ce défi-là. Mais savoir que tu n'es pas seul
et se réaliser que tu ne le fais pas uniquement pour toi-même, mais aussi pour une bonne cause, ça fait que tu ne veux pas abandonner. Et tu as donné ton engagement, tu es ambassadrice pour Win4Youth et aussi pour Plan International. Donc, tu n'as qu'un but et c'est d'arriver au finish. Et c'est la raison pour laquelle tu te lèves tôt le matin pour t'entraîner. C'est la raison pour laquelle tu te forces à continuer quand tu es fatigué et pourquoi tu persistes même si tu penses à abandonner. Donc, ça aide énormément. Et après tous ces mois de préparation, finalement, le jour J est là. C'est le jour de ton événement. Et c'est un jour où tu as tous les sentiments. Hein. Tu es excité, tu es effrayé, tu es enthousiaste, tu es impatient. Donc, toutes ces émotions se passent au même temps. Et honnêtement, quand tu arrives au finish, encouragé par tous tes collègues, vous vous embrassez, les larmes dans les yeux, parce que vous réalisez tous le chemin que vous avez fait ensemble. Et c'est vraiment inoubliable. Pour moi, Win4Youth a vraiment changé ma vie dans le sens que je suis devenue beaucoup plus sûre de moi-même, que j'arrive beaucoup plus facilement à relativiser les obstacles. En plus, j'ai construit des amitiés pour la vie et en plus, je suis devenue triathlète. Savoir qu'en faisant tout cela, tu fais aussi la différence dans la vie des autres. Pour moi, c'est vraiment la cerise sur le gâteau et c'est vraiment la raison pour laquelle je dirais il faut le faire. En ce qui me concerne aussi, je reste ambassadrice pour toute la vie et c'est une expérience que j'adore partager aussi avec des autres et j'espère justement qu'avec mon histoire que j'arrive à inspirer des collègues, des intérimaires, des clients à s'engager pour Win4Youth. Donc voilà, ça c'est un peu mon histoire, comment moi je l'ai vécu et je reste clairement à votre disposition s'il y a des questions et je vous remercie pour m'avoir écouté. Merci beaucoup, Kathleen. Je trouvais ça très intéressant et surtout de rappeler que finalement, derrière les entreprises, qu'elles soient très grandes ou petites ou moyennes, ce sont des personnes qui incarnent ces objectifs de développement durable. Et du coup, raconter ces histoires, c'est rappeler que chacun à notre niveau, qu'on soit CSR manager ou CEO, ou bien qu'on soit un employé à quelques niveaux de l'entreprise, être impliqué et de la part de l'entreprise, impliquer ses employés, les informer, c'est quand même très important pour atteindre tous ensemble les objectifs de développement durable. Donc, on a évidemment chacun un rôle à jouer, que ce soit dans une organisation ou une entreprise. Au niveau des questions, on a déjà 2 questions qui ont été adressées à Else. N'hésitez pas à ajouter vos questions dans le chat, dans le module questions-réponses en dessous de votre fenêtre. Else, malheureusement, elle a dû nous quitter à 13h, donc elle a quand même pris la peine de répondre aux 2 questions qui lui ont été adressées, donc je vais les résumer ici en attendant de nouvelles questions. Alors la première question concerne finalement la chaîne d'approvisionnement et de Reynars Aluminium qui probablement génère le plus d'impact et qui évidemment des impacts indirects parce que Reynars ne produit pas l'aluminium mais exploite l'aluminium dans ses produits, dans ses matériaux. Et donc, la question, et la personne qui apprécie évidemment les exemples concrets, qui dit que finalement la production d'aluminium doit représenter quand même un impact beaucoup plus important, demande comment est-ce qu'ils font pour gérer ces impacts indirects qui représentent probablement le plus gros impact. Et donc, elle se répond que évidemment ils appliquent ces 5 thématiques qu'elle nous a présentées à tous les niveaux de leur business. Et donc, en matière d'approvisionnement en aluminium notamment, ils travaillent de manière très proche avec les fournisseurs Extrusion et European Aluminium afin de réduire l'impact environnemental sur la chaîne d'approvisionnement. Évidemment, on travaille beaucoup là-dessus à The Shift et dans le cadre de la charte belge des SDG, c'est évidemment très complexe. Et donc, je voudrais ajouter qu'on essaie d'informer le plus possible nos membres et les signataires de la charte sur les processus et les outils qui existent pour identifier justement
les fournisseurs et les risques potentiels sociaux, environnementaux qu'une entreprise peut rencontrer tout au long de sa chaîne d'approvisionnement. Donc c'est un travail qui est complexe, qui n'est pas facile, mais qui est très important parce qu'effectivement, la responsabilité ne s'arrête pas directement à ces activités, mais il y a une responsabilité partagée sur les conditions de production des matières premières qu'on utilise dans nos produits. Donc merci à elle, c'est qui évidemment reste disponible pour répondre à vos questions et pour vous donner plus d'informations sur ce sujet-là. Il y avait une deuxième question adressée à Els de la part d'une petite entreprise, et qui est une question qui est très pertinente parce qu'évidemment en Belgique, la majorité des entreprises sont des PME et donc beaucoup se demandent par où commencer en tant que PME. On a évidemment pas toujours les ressources que les plus grandes entreprises ont. Et donc, que faut-il faire en premier lieu pour mettre en pratique les SDGs? Et donc, elle, ça a répondu que ce qu'elle conseille, c'est de commencer petit, commencer par identifier 2 SDGs parmi les 17, ceux qui sont le plus pertinents par rapport à l'activité de l'entreprise ou l'organisation. Si possible, un SDG qui concerne plus l'aspect environnemental et un autre qui concerne plus l'aspect social, et puis commencer à traduire ça en actions concrètes. Donc, commencez petit et progressivement, vous allez devenir plus familier avec les SDGs et je pense que ça sera de plus en plus clair dans la tête et la vision, dans la tête des employés de l'entreprise et dans la vision même de l'entreprise. Il n'y a pas encore d'autres questions apparues, donc n'hésitez pas à poser. En attendant, moi je voudrais poser une question à Adecco justement. Comment est-ce que vous calculez dans votre budget la manière dont vous pouvez atteindre les SDGs? Est-ce qu'il y a un budget spécifique lié aux SDGs ou est-ce que ça fait partie d'un budget communication marketing général? Et est-ce que vous avez déterminé des key performance, donc des indicateurs clés de performance et comment vous évaluez le retour sur investissement? Oui, tout à fait. Donc, il y a un budget on a peut-être l'avantage d'être dans un groupe international. Donc, il y a clairement du support qui vient de l'international qui est global. Donc, oui, il y a un budget au niveau marketing qu'on peut utiliser justement pour créer, par exemple, des événements, etc. Donc, on essaie vraiment de joindre, d'activer le plus de personnes possible. Et c'est aussi le groupe qui va donner à chaque pays un nombre d'heures qu'ils doivent atteindre. Et c'est ça aussi qui nous motive comme pays, justement, de faire appel aux intérimaires, aux clients, aux collègues, d'enregistrer toutes ces heures, d'être actifs. Mais on explique aussi pourquoi. Donc, on explique aussi justement notre partenariat avec Plan International parce qu'on voit que c'est le petit extra qu'ils ont besoin justement pour encoder toutes ces heures, etc. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, merci beaucoup. Alors, une petite question ici pour Sabrina. Quel rôle vois-tu pour les jeunes à l'horizon 2030, donc pour l'agenda 2030 des SDG évidemment, et comment est-ce qu'on peut les impliquer davantage dans cet agenda en tant qu'organisation et entreprise? Chez The Shift, évidemment, on a le programme Changemakers, on essaie de les impliquer dans nos actions. Il y a peut-être d'autres idées que tu peux présenter. Tu es sur YouTube. Oui, exactement. Oui, bien sûr. Alors évidemment, oui, il y a de plus en plus d'initiatives qui se profilent et ça nous fait très plaisir. Mais par exemple, c'est vrai que je me souviens quand j'étais en train de chercher un emploi, alors oui, il y avait des choses en consultance en développement durable, on pouvait deviner que cette entreprise s'y dirigeait, mais souvent on retrouve peu d'offres vraiment distinguées comme développement durable. Et or qu'il y a beaucoup de jeunes désormais sur le marché qui ont vraiment cette casquette et qui, une fois sur le marché du travail, ne trouvent pas de réponse en fait à ces attentes et à ces connaissances qu'ils ont développées. Donc tout simplement,
Je pense qu'un stage, pour commencer, c'est une initiative relativement simple à prendre. Par exemple, quand vous vous posez des questions de type « par où commencer sur quel SDG est-ce que je veux me concentrer ? Comment est-ce que je peux mesurer les progrès que je suis sûrement déjà en train de faire, mais dont je ne me rends peut-être pas encore compte ?» Eh bien, engager un jeune comme stagiaire, par exemple, à l'ESM, les stages ne doivent pas être rémunérés, c'est la loi belge. Ça se changera peut-être, mais voilà. C'est une initiative qui, au final, ne vous coûte pas grand-chose, à part, évidemment, gagner beaucoup d'apprentissage et une perspective d'un étudiant, et peut vous permettre aussi de découvrir un futur collaborateur et aussi explorer de nouveaux champs, de nouveaux horizons. Et donc, voilà, comme mentionné dans ma présentation, ça peut être via un stage, ça peut être aussi des choses peut-être plus incrémentales, comme organiser un événement ou une conférence, un webinaire à ce sujet, et vraiment essayer de chercher leur opinion en continu. Et les étudiants, souvent, tout naturellement, après, vous recontactent en repensant à certains aspects que vous avez abordés, en disant « Ah oui, là, j'ai peut-être une solution que j'ai repérée chez une autre entreprise qui applique telle ou telle mesure. » Les étudiants sont assez proactifs, mais c'est vrai qu'il y a quand même un besoin à un moment de voir que les entreprises sont ouvertes au contact et donc tout simplement voilà, montrer que les entreprises sont prêtes à initier le changement d'une manière ou d'une autre sur le site web ou alors en étant partenaire avec l'université. Merci beaucoup. J'ai une petite question pour Jochem au sujet des partenariats durables vers les SDG. Quels sont les éléments clés de ces partenariats? Comment est-ce qu'on peut créer de la confiance entre les différentes parties prenantes et s'entendre sur des valeurs communes? Voilà. Ja, heel interessante vraag. Het komt ook een beetje terug naar de vraag die Christophe stelde. Hè, van hoe kunnen we daaraan beginnen als kleinere of beginnende onderneming? Er zijn zoveel zaken te doen en als grote organisatie heb je dan het voordeel van over een groot budget te beschikken. Maar ik denk wat belangrijk is, of wat wij zien, dat succesvolle partnerships zijn tussen bijvoorbeeld Plan en andere organisaties ja, corporates, is vooral het feit dat we elkaar moeten begrijpen, elkaar moeten vertrouwen hebben in de manier van samenwerking. Dus elkaar begrijpen en samenwerken. Als ik kijk naar de meeste dossiers, soms duurt dat tot 4 tot 6 maanden tegen dat wij effectief een dossier kunnen samen afronden. Wat betekent dat we heel veel tijd steken in gesprekken voeren met bedrijven. Ook zien dat de geloofwaardigheid er is. Wij werken ook met ethical checks bijvoorbeeld. Wat betekent dat als wij met bepaalde organisaties willen samenwerken, dan werken we samen met Etibel. Waar we bijvoorbeeld kijken naar hoe bedrijven zich positioneren, waar bedrijven actief in zijn. En dat is iets wat we samen met die corporate partner uitwerken voor te zien van kijk, waar werken jullie sterk op en waar zijn zaken die nog echt wel moeten verbeterd worden. En op basis van die verbeterpunten kan je dan kijken van oké, wat zijn de 2, 3 domeinen waar we dat kunnen opwerken en in welke mate kunnen we dat samen doen. Dus vertrouwen hebben in elkaar, tijd maken daarvoor. Hè. Dus het is niet zozeer een bankrekeningnummer doorgeven, geld storten en that's it. Dat werkt nooit. Dus je gaat echt kijken naar wat zijn de noden van je bedrijf. Welke soort medewerkers wil je engageren? Met welk type externe partners werk je samen? Wat doen de concurrenten? Wat doen de collega's? En dan kijken van op welke mate, welke basis wil je zich positioneren? En hoe maak je daar een duurzaam verhaal van? Ik denk dat dat misschien de key is van heel het verhaal. Een one-shot werkt niet. Dus je moet eigenlijk kijken van hoe kan ik dat doorheen heel mijn verhaal als organisatie laten leven. Merci Jochem. Et alors, il y a encore une question de Véronique Joissard de Sylvanova qui demande s'il existe des listes inspirantes d'actions à mettre en place par SDG pour un objectif à la fois ou plusieurs. Je pense que Sabrina voulait répondre aussi. Je pense que Jochem aussi, évidemment, il y a le SDG Challenge auquel on peut faire référence. Voilà, je vous laisse compléter. Oui, on peut donner beaucoup de réponses. Hein. On trouve vraiment beaucoup de choses désormais en ligne, par exemple. Donc, j'imagine peut-être que vous connaissez déjà le SDG Compass, donc qui vous fournit quelques étapes clés et également quelques exemples, je pense, dans les ressources en ligne. Je connais également le SDG Hub. Je peux mettre le lien ici, où là, vous pouvez vraiment voir par SDG, vous pouvez classer par SDG les ressources qui sont pertinentes. Si, par exemple, vous savez déjà quel SDG vous intéresserait le plus.
Et sinon, il y a vraiment beaucoup d'initiatives qui sont disponibles. Et alors là, ça dépend plutôt à quel stade vous êtes. Est-ce que vous êtes vraiment au début, là où vous souhaitez encore voir quels SDG vous souhaiteriez sélectionner, ou est-ce que vous voulez vraiment aller plus loin, vous avez déjà sélectionné les SDG et vous êtes en recherche d'actions additionnelles peut-être à celles que vous avez déjà en place. Et dans ce cas, je pense aussi à une autre chose qui a été lancée récemment, le SDG Action Manager, qui fait partie du B Impact Assessment de B Corp. Donc ça, je peux mettre aussi le lien dans le chat, qui vous permet en fait de répondre à plusieurs questions sur votre entreprise et de voir de cette manière dans quel aspect vous contribuez déjà à certains SDG et dans quel autre vous pourriez peut-être faire davantage. Donc je vais également partager ça. Oui, et Sabrina a déjà dit beaucoup de liens intéressants. Donc, peut-être aussi voir avec les Shift. Hein, dans le website des Shift, il y a beaucoup d'exemples de la collaboration des entreprises qu'ils font par SDG, aussi sur notre site. Hein. On a cet webinaire ici qui est la fin de toute une série de sessions d'infos sur les SDGs. Donc, chaque jour, on a parlé d'un SDG et aussi laissé parler une entreprise qui parle de ce qu'eux, ils ont fait. Donc là, là aussi, il y a beaucoup d'idées, mais aussi les liens que Sabrina a dit sont très intéressants. Ouais. Merci beaucoup. Je pense que c'est le bon moment pour conclure et je pense que c'est la meilleure manière de conclure parce que ça nous ramène à la conclusion et sur l'importance des exemples concrets qui créent de l'inspiration et qui permettent aux petites et moyennes entreprises et à toutes sortes d'acteurs de mieux comprendre par où il faut commencer et de voir qu'il y a d'autres acteurs qui s'engagent là-dedans et donc ça crée une sorte de cycle vertueux et donc je pense que c'est très important de mettre ça en avant, les acteurs qui sont engagés, de voir comment on peut continuellement améliorer évidemment les engagements et réduire notre impact. Donc voilà, en même temps, si vous avez des expériences à partager, il ne faut pas hésiter évidemment à nous en faire part, à plan international ou à nous chez The Shift. Je voulais partager aussi une plateforme sur laquelle je suis tombé il y a quelques jours, c'est le Danish Human Rights Institute, qui a partagé un outil justement qui lie SDGs et due diligence, et donc qui fait le lien entre la manière dont les entreprises identifient les risques sociaux et environnementaux sur leur chaîne d'approvisionnement et gèrent ces risques, et la manière dont ils appliquent ces mesures sur les SDGs. Donc je vous partage le lien. Maintenant, il y a quelques exemples concrets que je trouvais assez inspirants. Voilà. Alors, aussi dans le cadre de la Belgian SDG Charter pour le développement international, on organise une série d'ateliers à partir de début 2021. Il y aura 5 ateliers sur les processus d'identification des risques et de gestion des risques sociaux, environnementaux et de gouvernance sur la chaîne d'approvisionnement. Donc, on est vraiment là pour aider les entreprises, 5 entreprises et de préférence des petites ou moyennes entreprises à mettre en place ce processus. Donc, il y a encore des places disponibles. Donc, il ne faut pas hésiter à chercher à en savoir plus. Les informations sont sur notre site ou bien vous pouvez me contacter directement pour en savoir plus. Voilà, et là-dessus, je voudrais remercier évidemment Joachim de Plan International, Morgane et Marie-Laure aussi pour l'organisation de ce super webinaire. Sabrina pour ton intervention et puis Kathleen et Els qui nous a déjà quittés, mais pour les témoignages des entreprises, je trouve ça très intéressant et au plaisir d'entendre encore plus d'expériences inspirantes comme ça. Merci à tous. Merci Brieux. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.